13h01, un peu plus d'infos concernant le bouchon monstre qui s'est créé sur l'autoroute Laurentienne, donc la 73, direction nord. Et on nous dit à éviter, en fait, ça bouge pas pantoute. Depuis 30 minutes, il y a pas de mouvement, là, ou presque. Donc, prenez un autre chemin ou attendez ou allez prendre un café. Finalement, il y avait des rumeurs là, concernant peut-être un carambolage, mais ça semble être un accident très banal, là. Donc, 2 véhicules qui sont entrés en collision. La seule affaire, c'est que c'est arrivé sur un chantier de construction qui était déjà limité. Il y avait déjà une voie de fermée. Donc, ceci explique cela. C'est ça qui s'est passé. À 13h02, on va aller rejoindre notre chroniqueur économique, professeur à George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Ai-je besoin de le présenter? Monsieur Vincent Geloso qui est là. Salut Vincent. Salut. Écoute, j'ai vu ton sujet. On avait un petit peu abordé le sujet la dernière fois et déjà les réactions étaient nombreuses. Moi, j'ai au cours au cours de ma carrière, j'ai abordé ce sujet-là parce que moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on appelle, et là, je vends le punch, la gestion de l'offre. Puis je le sais, là, déjà, Vincent, je le sais, là, il y a des gens qui sont en train de taper sur le téléphone, sur leur ordinateur, pour me dire que si on abolit la gestion de l'offre, les fermes familiales vont toutes fermer. Les agriculteurs seront plus capables de faire de l'argent. On sera plus capable d'arriver. Et là, je te laisse le tapis. Je te déroule ça. Parce que tu m'as envoyé, t'as envoyé du stock. Je pense même que tu l'as posté sur ce qu'on appelait Twitter, sur X. Pourquoi, Vincent, s'attaquer à la gestion de l'offre qui protège nos agriculteurs? Bien, commençons par l'élément essentiel, elle ne protège pas les agriculteurs. Ça, c'est le grand mythe que l'Union des producteurs agricoles aime ça avancer. Mais si tu regardes la gestion de l'offre, en gros, ce que c'est, pour ceux qui ont besoin d'un petit primer, c'est un système où est-ce qu'il faut des permis de production pour entrer dans le marché. La quantité étant limitée, l'offre est limitée. Et c'est accompagné d'une série de tarifs à l'importation. Comme ça, les consommateurs canadiens ne peuvent pas aller voir vers les producteurs étrangers. Ouais. Et l'idée, c'est que c'était supposé sauver des fermes de fermeture. Le problème, c'est que si on regarde depuis l'introduction de la gestion de l'offre, il y a 91% des fermes laitières qui ont fermé, 93% des fermes avicoles, parce qu'il n'y a pas juste les fermes laitières qui sont affectées, il y a l'élevage de volailles qui est affecté aussi par la gestion de l'offre, il y a 93% qui ont fermé. Si tu regardes, compares ça avec des productions qui ne sont pas aidées par la gestion de l'offre, par exemple la production porcine, la baisse est de 94%. Donc, des différences insignifiantes. On est dans le même range. On est dans le même éventail de résultats. Ça n'a absolument rien changé. En fait, un des effets que ça a, c'est que ça a probablement appauvri les jeunes agriculteurs, ceux qui ont besoin d'acheter le permis, mais aussi parce que c'est un coût, parce qu'il faut souvent qu'ils prennent des hypothèques pour pouvoir acheter le permis de production, mais ça augmente leur coût de production et avec la croissance économique qu'il y a eu dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Afrique, ben les Canadiens, les Québécois n'ont pas pu exporter vers ces marchés-là où la demande est très grande et augmente très vite. Mais on n'est pas compétitif à cause de ça. Ça leur fait mal à eux. C'est le bout qu'on oublie toujours d'expliquer que la gestion de l'offre, c'est un système qui a été conçu par et pour nous, comme une espèce de protection là, de dire on va juste s'occuper de notre gestion à nous autres, nos affaires. Ça vient bloquer, pas tout. Est-ce qu'il y en a de l'exportation de lait, mettons, aux États-Unis? Il y a certaines exportations, oui, mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vraiment compétitif pour les producteurs canadiens sur les marchés étrangers parce qu'ils ont un coût important à tenir en compte, celui d'avoir tous ces permis qu'ils doivent acheter et donc qui augmentent leur coût de production, ce que d'autres pays n'ont pas. Et le résultat, c'est quoi? Ben, c'est parce que si nos coûts sont plus élevés et qu'on fait compétition avec tout le monde d'ailleurs, ben, c'est très difficile d'arriver à concurrencer des adversaires si on s'est imposé un coût de plus. Le seul avantage qui est là, pour les producteurs, c'est que l'offre est restreinte sur le marché canadien, mais ça, c'est un coût pour les Canadiens. Tous les Canadiens payent leurs produits laitiers, leurs produits avicoles beaucoup plus cher
que ce qu'ils auraient dans un marché compétitif. Oui. Si on l'a remarqué, j'ai 3 enfants. Du lait, du yogourt, puis du fromage. On l'a vu, le prix augmenter. Là, je suis rendu avec un sac de 300 grammes à 9 piastres là, de fromage en grains. C'est évident qu'il y a... Puis veut pas... Ça, puis c'était la réflexion de base de beaucoup de gens. Il faut arrêter la gestion de l'offre, ça coûte trop cher. Et là, on se faisait dire, vous voulez qu'on ferme, on va se faire acheter par des compagnies américaines. As-tu quelque chose à répondre à cet argument-là, de dire que si on abolit ça, on devient comme le marché américain et que les Américains vont prendre possession de nos terres? Bring it on. Bring it on. C'est ma réponse. Puis j'ai vraiment... cet argument-là ne me fait aucun effet pour la simple et bonne raison que c'est pas l'objectif de garder des fermes qui sont pas les plus productifs au monde en production. C'est pas quelque chose qu'on devrait vouloir. Ce qu'on devrait vouloir, c'est une alimentation qui coûte de moins en moins cher, avec de moins en moins de terres, qui utilise de moins en moins de ressources. Si on n'est pas les plus efficaces pour faire du lait, il n'y a aucune raison qu'on devrait faire du lait. Si on devait suivre cette logique-là, qu'on l'extrapole, celle de il faut qu'on en produise pour nous-mêmes, on ne veut pas que ce soit des Américains, on devrait extrapoler cette logique-là jusqu'à sa fin ultime. On devrait produire des ananas sur la Côte-Nord, des bananes dans l'Ungava. La réalité, c'est qu'on fait pas ça parce qu'on reconnaît qu'il y a un avantage comparatif et le Québec n'a pas un avantage comparatif dans la production laitière. Peut-être qu'il en aurait un s'ils n'avaient pas tous les coûts additionnels, mais la réalité, c'est que ce qu'on devrait vouloir, c'est que les consommateurs payent le moins cher possible et qu'ils puissent, après ça, puisqu'ils en ont plus dans leur poche, peuvent le dépenser dans d'autres industries ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres types de commerce que juste celui dans lequel on leur a dit, pour préserver une version idyllique d'un passé canadien qui n'existe plus aujourd'hui, vous devrez payer quelque part entre 378 puis 585 $ par année par famille pour garder ça. Puis soit dit en passant, les chiffres que je viens de donner viennent de plusieurs études différentes. C'est beaucoup, ce montant-là, pour les gens les plus pauvres. Au Canada, le 20% le plus pauvre des Canadiens, cette somme représente entre 2,2 puis 2,4% du revenu des gens. C'est quand même assez important comme coût économique. Vincent, ce qui revient souvent, excuse-moi pour ma voix là, en passant, là, mais c'est bien Patricia. Ce qui revient souvent dans soit que les fermiers vont nous dire ça, et même les consommateurs vont dire oui, mais on paie aussi pour de la qualité. Oui, c'est l'argument que j'allais apporter. Il y a un auditeur d'ailleurs qui dit on va perdre en qualité. Bon, on a toujours prétendu. Moi, je ne sais pas, j'ai aucune idée, je connais pas ça. Là. On prétend souvent que notre lait est meilleur que celui des Américains. Fait que là, on va venir mettre sur notre marché un lait de moindre qualité. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a jamais eu de preuve importante que l'UPA a avancé là-dessus. D'ailleurs, quand on regarde en fait les standards réglementaires qu'il y a aux États-Unis versus ceux qu'il y a au Québec ou au Canada, les différences sont absolument non présentes. Il n'y a aucune différence substantielle entre les standards réglementaires. Ils s'essayent souvent d'inventer des trucs sur les stéroïdes dans le lait, puis après ça, quand on va voir les articles scientifiques, la quantité qui est utilisée est nettement moins que ce qui est dit. Ou sinon, il n'y a pas d'effet sur la qualité du lait. En fait, des fois même, ça a des effets positifs. Donc, il n'y a pas vraiment... Il y a rien pour soutenir ça. Et ça fit en passant, parce que je veux quand même souligner ça. Puis les gens de l'UPA sont probablement les menteurs compulsifs les plus importants qu'il y a sur la scène politique au Québec. Et je vais donner une anecdote qui est vraiment le fun. Quand j'étais à l'Institut économique de Montréal, quand je suis arrivé, on avait un économiste qui s'appelait Mario Dumais, qui était l'ancien économiste en chef de l'UPA, qui avait fait défection de l'UPA et il s'était joint à l'Institut économique de Montréal. Il avait écrit beaucoup avec nous et Mario nous avait conté des histoires rocambolesques sur la fabrication de données qui se fait à l'intérieur de l'UPA. Souvent, il disait, c'était pas tant de la fabrication que présente-le pas comme ça, présente-le comme ça. Enlève une année pour que la tendance ait l'air différente. Et justement, c'est une des choses qu'il a dit qu'à ce moment-là, lui a réalisé qu'il voulait plus faire ça. Et qu'il a commencé à casser les liens. Et il est venu chez nous et il dit c'est probablement, et je l'ai vu par la suite parce que j'ai été embarqué dans des débats avec eux, si l'UPA vous dit quelque chose, vous devriez prendre ça avec le même niveau de crédibilité qu'une promesse de Donald Trump.
Ou de politiciens, tout court. Hein. Ou de politiciens. Ben, de tous les politiciens, mais puisqu'au Québec, on a une sorte de... Ah oui, c'est Donald Trump. De capacité. Ah oui. Donald Trump est le méchant ultime comme point de référence. Ben, établissons que l'UPA a le même degré de relation avec la vérité que le président élect des États-Unis. C'est bon, t'es allé juste à la limite, là, un peu plus, puis on nommait Adolf Hitler. Là, fait que c'est correct. Autre affaire, les hormones. Parce que là, t'as parlé de stéroïdes. Les hormones qui seraient permis, les hormones de croissance. Une fois, j'ai fait un test. Je suis arrivé dans une épicerie aux États-Unis et j'ai essayé de trouver du lait où c'était pas indiqué sa cruche sans hormones de croissance. Je n'ai pas été capable. J'ai pas fait l'exercice à toutes les fois. Donc, peut-être à quelque part qu'il existe des pintes de lait où il n'y a pas d'indication et effectivement, c'est plein d'hormones de croissance. Mais en même temps, un producteur qui veut vendre, puis ça, je pense qu'on est dans la base de l'économie, là, faut qu'il vende un produit que les gens veulent acheter. S'il dit, je mets plein de stéroïdes, plein d'hormones, personne ne va acheter ça, là. Ben exactement, ça c'est aussi une chose qu'il faut quand même se souvenir. Dans des marchés compétitifs, il peut y avoir des systèmes différents de types de lait qui peuvent exister. Il peut y avoir des gens qui veulent avoir, je sais pas le nom en français, mais il y a une grosse fad, par exemple, aux États-Unis. Je vais à côté de la Pennsylvanie. Les Amish aiment beaucoup faire du lait raw milk, donc du lait sans pasteurisation. Il y a une grosse il y a un engouement pour ça chez certaines personnes. Je comprends pas pourquoi, mais le goût des consommateurs n'étant pas vraiment discutable de ma perspective d'économiste, bien, ce qu'on a dans un marché plus ouvert, avec moins de réglementation, plus de concurrence. Ce qu'on a, c'est des consommateurs qui vont avoir des gradients de qualité différentes. Certains veulent consommer juste du lait pour mettre dans du café. Ils n'ont pas besoin que ce soit du lait d'excellente qualité. D'autres, c'est pour de la cuisson de recettes. D'autres, c'est pour des desserts, peuvent vouloir des qualités supérieures. D'autres peuvent vouloir des trucs différents. Et il y a plusieurs dimensions qui peuvent satisfaire les différents besoins des clients. Présentement, ce qu'on a avec le marché canadien, qui est un peu un accident du système qu'on a, c'est qu'on a une uniformité du produit beaucoup plus grande que ce que les consommateurs désirent. Ouais. Quelqu'un nous dit, il nous parle des quotas dont tu parlais tantôt. Il y a beaucoup de réactions en passant présentement sur le texto. Vous pouvez le faire, 88-670-9098. Heureux ou fâché, là, on prend tout le monde. Prix du quota laitier, 24 000 par kilo. Et en moyenne, un producteur peut produire 1,3 à 1,8 kg de lait par vache. Donc, imaginez comment ça coûte prendre de l'expansion, parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, on se vante souvent que nous, notre modèle, c'est des petites fermes. Mais c'est des petites fermes, puis les gars, les filles ont de la misère à faire de l'argent. Tu sais, Oui, puis mais ça, en fait, tu vois, t'as dit un mot qui permet de mettre le doigt vraiment sur le gros du problème ici. C'est que le système a vraiment avantagé ceux qui étaient les premiers. Les nouveaux joueurs, ceux qui doivent acheter les quotas maintenant, donc le permis de pouvoir produire, c'est eux qui se retrouvent avec. C'est un jeu de chaises musicales à toute fin pratique. Et c'est eux qui sont les derniers assis. Puis c'est les prochains à espérer qu'ils vont réussir à passer au prochain tour. Et c'est un cercle vicieux. Et donc, c'est très nocif pour les plus jeunes. Les seuls qui ont gagné, c'est ceux qui étaient là dès le début, dès l'instauration du programme dans les années 70. Toutes les autres personnes sont des perdants, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas capables de vendre le permis, le quota à toute fin pratique, the next sucker. Ouais. Puis c'est pour ça que ce que je dirais, c'est que maintenant, ce qui est temps de faire, c'est... Puis là, tu sais, j'ai l'air d'avoir été cruel avec les producteurs agricoles. Ils ont une propriété. L'État leur a demandé d'acheter un droit de produire. La question, c'est pas si on devrait se départir de la gestion de l'offre, mais comment on devrait s'en départir. Ouais. Faut pas déposséder les gens de cette propriété-là qu'on leur a forcé d'acheter, parce qu'à toute fin pratique, passer une loi du genre, on fait juste abolir les permis sans compensation, ça serait l'équivalent d'une forme de vol des producteurs agricoles. C'est pour ça que la vraie question, c'est ça que je dis depuis le début, la seule discussion qu'on devrait avoir, c'est comment sortir du système. Une des mesures que moi je défends, c'est de donner aux producteurs agricoles le choix entre 3 méthodes de compensation. C'est que soit on leur donne la valeur comptable maintenant, on leur donne la valeur marchande sur une plus longue période de temps, ou on leur donne un crédit d'impôt, c'est-à-dire que chaque année, s'ils font un certain revenu, ils n'ont pas à payer d'impôt jusqu'à ce qu'ils aillent utiliser, disons, 1,5 ou 2,5 fois le revenu, la valeur marchande du permis. Et là, les gens vont pouvoir choisir entre le mécanisme de compensation qui les avantage le plus. C'est vraiment une question de comment se sortir du système. Parce que l'alternative, là, puis ça, c'est vraiment important, je sais que je m'allonge puis que je m'étale présentement, mais
Si ça finit pas avec ce que moi je suis en train de décrire, ça va finir comme ça s'est fini dans d'autres endroits, notamment en Australie où il y avait une gestion de l'offre pour les patates. Le nombre d'agriculteurs va continuer de baisser, leur pouvoir politique va continuer de baisser, et quand il va être assez bas, ce pouvoir politique-là, il va avoir un politicien qui va se faire le grand plaisir de les lancer en dessous d'un autobus et passer 2 fois dessus juste pour être sûr que le cadavre est bien un cadavre. La question finale, là, c'est pourquoi on protège ça à ce point-là? Qui gagne à ça? Parce que là, ce que tu me dis, c'est que les agriculteurs, dans un autre... Moi, j'ai toujours juste prôné l'espèce d'ouverture à une discussion. Là, je veux dire, un système parfait, j'en connais pas. Là. La perfection n'est pas de ce monde, malheureusement. Mais on n'est même pas ouvert à ouvrir une simple brèche dans quoi que ce soit. Qui protège ça et pourquoi? Ben, les politiciens, parce qu'un des groupes historiquement qui s'organise le mieux politiquement, ce sont les agriculteurs. Et ils sont capables de faire dérailler des élections. Maxime Bernier, à la chefferie du Parti conservateur, est l'exemple le plus récent. Mais il y a des exemples historiques encore plus importants. En 1911, une grande élection dans l'histoire canadienne que peu de gens parlent. Wilfrid Laurier l'a perdu à cause, justement, du lobbying des producteurs agricoles qui était très, très hostile à son agenda plus pro-libre-échange. Les agriculteurs sont un groupe qui s'organise très, très bien. Et les politiciens, comme des bons Judas qu'ils sont, aiment bien recevoir leurs 30 pièces d'argent. Et les producteurs agricoles, notamment l'UPA, est capable d'offrir bien plus que 30 pièces d'argent pour le protectionnisme agricole qu'ils demandent. Question sur l'autonomie alimentaire. Est-ce que ce n'est pas important pour une nation d'être autonome? Ben, c'est parce que puis je veux pas répondre à ta place, tu compléteras, là, mais les terres s'en iront pas aux États-Unis, là. Non, puis non seulement ça, mais en fait, il y a un coût environnemental important qu'on a. Le Canada n'est pas naturellement, à l'exception de quelques régions, n'est pas un naturel producteur agricole. Si on laisse plusieurs terres retourner à la nature, il y a de la séquestration du carbone qui se fait, ça aide à la lutte au réchauffement climatique. Et en fait, ce qu'on devrait vouloir comme idéal, c'est qu'on soit capable de produire toute la nourriture pour tous les êtres humains sur un seul arpent de terre. Ça serait incroyable si on était capable de faire ça. On n'a pas besoin de garder des fermes en production. Ce qu'on devrait vouloir, c'est d'utiliser le moins en moins de ressources, utiliser les ressources qu'on utilise de plus en plus efficacement pour nourrir le plus grand nombre de personnes possible au plus bas prix possible. L'autonomie alimentaire, c'est une mascarade qu'on s'offre pour faire passer du protectionnisme par des moyens détournés. Sais-tu ce qui est parce qu'il y a des gens quand même qui sont en faveur de l'abolition ou au moins de la modification du règlement de la gestion de l'offre. Mais ce qui revient, c'est comme ça. Hein, des fois, tu as des moments dans l'histoire de l'humanité où ça a été difficile. Là, présentement, monétairement, économiquement, c'est difficile. Et le commentaire qui revient, c'est « Je veux acheter du lait moins cher. » C'est bien plate. Je sais que c'est plate, là. Puis que l'agriculteur, il ne veut pas entendre ça. Mais moi, je le dis souvent, là. Je veux dire, on va en consommer moins, de moins en moins. On va se trouver des substituts et ça va revenir au même. Vous allez quand même perdre votre business. Parce que des petits sacs de 500 grammes de fromage à 13 piastres, je veux dire, on s'achète pas ça 3 fois par semaine, là. Non, en effet, mais... Juste une dernière chose à dire, je blâme pas les agriculteurs pour la situation. C'est une loi qui est en dehors de leur contrôle. Et je comprends pourquoi ils ont peur d'une réforme, parce que il y a la possibilité qu'ils se fassent lancer en dessous d'un autobus, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Il faut vraiment, mais c'est vraiment important que la discussion se centre autour du comment se sortir du système et comme c'est une question de justice à l'égard d'une propriété qu'ils ont et qu'ils ont légitimement acquis, parce que la plupart des gens qui étaient là au début ne sont plus là, ben c'est une question de juste compensation. Et c'est pour ça que je pense que la discussion devrait être sur comment les compenser pour qu'on se sorte de ce système-là dans le moyen-long terme. La tête haute le plus possible. Oui, avec respect. Merci, Vincent. On se parle la semaine prochaine. Très bon, mais regarde, va te défendre là, toute la journée. Écoute, je vais faire ce que je dois. Salut!